Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on reçoit Laure. Donc Laure, tu es bénévole de l'association à Paris et donc j'avais envie de t'entendre sur ton parcours patient en AMP. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu depuis combien de temps tu es en parcours et qu'est-ce que tu as déjà vécu en tant que patient en AMP? Mhm. Bonjour Virginie, merci beaucoup de l'invitation. Le parcours a commencé il y a environ 3 ans et demi. En fait, j'ai eu des douleurs assez fortes un jour. On n'était pas encore en projet d'avoir un enfant avec mon compagnon, mais j'ai eu des douleurs très très fortes qui m'ont conduite aux urgences. Aux urgences, on m'a dit vous avez probablement une IST. Alors, moi, j'avais un suivi gynécologique qui était régulier, mais sans désir d'enfant. Voilà, j'allais chez le gynéco tous les ans, mais sans non plus être. Enfin, voilà, y aller plus que ça. Donc, j'ai fait des examens. Il se trouve que c'était pas du tout ça. On n'a jamais su d'où venaient ces douleurs, mais du coup, j'ai rencontré un gynécologue de ville, donc à Paris, qui m'a proposé de faire d'autres examens un peu plus poussés. Et à cette occasion, il a trouvé un syndrome des ovaires polykystiques. Alors moi, je ne connaissais pas du tout à l'époque le SOPK. Et donc, il nous a expliqué avec mon conjoint, qui était présent aussi aux consultations, que voilà, on aurait des difficultés sans doute à concevoir naturellement, qu'il faudrait sans doute une petite aide de la médecine. Donc, on a fait plusieurs. Comment tu t'es sentie au moment de cette annonce? Ah ouais, je me suis sentie extrêmement surprise. Surprise n'est même pas le mot. C'était vraiment une Sidérée? énorme. Oui, voilà, de la sidération, exactement. Parce que j'avais déjà été suivie dans un hôpital de manière gynécologique et personne n'avait trouvé ces choses-là en fait. Donc vraiment, je me suis dit mais comment c'est possible qu'on n'ait pas trouvé ça? Ouais. Et donc voilà, donc on a investigué un peu plus et il se trouvait qu'effectivement, donc j'étais bien porteuse du syndrome. Et du coup, on s'est fait un petit peu à l'idée, mais on s'est dit que ça allait finalement, que ça allait fonctionner assez rapidement, un petit coup de pouce de la médecine, et puis que ça allait aller. Parce que je me disais pas du tout, l'AMP, ça va pas fonctionner. Voilà, la médecine va nous aider, on est bien pris en charge par un super gynéco, et ça va bien se passer. Bon, il se trouve qu'on a fait plusieurs cycles de stimulation qui n'ont pas donné grand-chose. Il y a eu un début de grossesse et finalement, c'était une grossesse biochimique. Donc voilà, et là, on a commencé à se heurter au fait que potentiellement, ça pouvait ne pas marcher ou ne pas marcher avec cette aide-là. Et ce médecin nous a envoyés vers un centre AMP. Donc lui, il était un gynécologue de ville. Il nous a dit qu'au bout d'un moment, il ne pouvait plus nous aider pour l'instant et qu'il fallait nous envoyer vers un centre AMP. Donc on a été dirigé vers un centre public. On a eu un rendez-vous, on a eu de la chance parce qu'on était recommandé par lui et on a eu un rendez-vous assez rapidement, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça a été peut-être le seul rendez-vous de notre parcours qui a été pris rapidement. Et donc ça, c'était l'année dernière, donc début 2021. On a eu rendez-vous avec une gynécologue de ce centre AMP qui nous a dit, voilà, nous, on va vous envoyer vers une FIV parce qu'on pense que c'est ce qui conviendra à vos pathologies. En fait. D'accord. Voilà. Et donc, il y a des bilans qui ont été faits chez ton conjoint, chez toi, qui ont confirmé le SOPK. Et, Oui, alors j'ai fait plusieurs prises de sang, une hystérosalpingographie qui a aussi trouvé un utérus cloisonné. d'accord. Donc en fait, un utérus cloisonné, il y a une petite, au lieu d'avoir l'utérus vraiment droit, en fait, il y a une petite paroi au bout de l'utérus qu'il faut couper. Ils appellent ça resséquer parce que sinon, ça fait un utérus qui est mal formé en fait. Mais jamais aucun gynécologue t'avait parlé de la forme de ton utérus. Non. Ah, Et pourtant, des échographies, j'en ai eu beaucoup suite à ce fameux suivi gynécologique. Et non, quand on m'a dit vous avez un utérus cloisonné, je ne savais même pas ce que c'était du coup. ouais. Et ben voilà, je pense le même état de sidération que la découverte du SOPK. Ah oui, là, c'est fou Ouais, quand même. c'était quand même un peu surprenant. Donc j'ai été opérée, ça s'est très bien passé, mais bon, c'est vrai que ça rajoute une étape dans tout ce protocole qui est déjà quand même pas facile. Donc
Donc voilà, j'avais fait ça, donc la fameuse hystérosalpingographie très très douloureuse, les prises de sang. Pour mon conjoint, uniquement des spermogrammes, il en a fait 2. Il n'y a pas eu d'autres recherches. Et il se trouve que voilà, du côté, de son côté à lui, il n'y avait pas de problème particulier, mais que voilà, ce SOPK était avéré et que voilà. Et donc ils nous ont à l'hôpital, on nous a envoyé vers une FIV ICSI pour avoir un peu plus de, je ne sais pas comment dire, de chance peut-être de réussite. D'accord. Et donc ça, c'était l'année dernière? Oui. D'accord. Donc entre l'année dernière et là, le mois d'août, on a fait 3 FIV, 3 ICSI. La première, on n'a pas eu d'embryon du tout. Oui. On a fait ça doit être difficile, ça. Bah, encore la sidération. En fait, j'ai dû ressentir beaucoup la sidération, en fait, parce que voilà, en fait, et vraiment, on était dans une démarche. La FIV, voilà, ça allait fonctionner. L'aide du gynécologue de ville avec la molécule, donc le citrate de clomifène, n'avait pas fonctionné, mais là ça allait marcher parce que c'était une FIV et parce que c'était plus conséquent aussi comme protocole, et voilà. Et donc il se trouve qu'on n'a pas eu d'embryon du tout. On nous a dit que c'était dû à une mauvaise qualité ovocytaire. D'accord. Voilà. Okay. Donc on a réessayé une deuxième fois avec des doses plus importantes de médicaments pour les piqûres, et là on a eu un embryon en fait. Il y avait beaucoup de pertes à chaque fois, on avait quand même plus d'ovocytes et voilà, très peu d'embryons au final. Bon, mais le ratio était vraiment petit entre le nombre d'embryons d'ovocytes récupérés, oui, et puis le nombre d'embryons. Et donc, il y a eu un transfert congelé, et voilà, on a fait la prise de sang 12 jours plus tard et c'était négatif. Donc là, voilà, on se dit, bon, deuxième FIV, deuxième échec, c'est quand même... Est-ce que justement, est-ce que toi, tu essayes de faire des choses pour gérer les émotions, toutes les émotions qui nous envahissent quand on est en parcours d'AMP? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place pour essayer de te soutenir un peu ou t'aider à respirer un peu? C'est ça, prendre un petit peu trouver une petite bouffée d'air frais, ouais. Et ben j'ai été voir une psychologue. Ça m'a fait beaucoup de bien, un suivi psychologique. Alors on me l'a pas proposé à l'hôpital, mais moi je l'ai fait de mon propre chef parce que je pouvais plus en fait, parce que c'était vraiment trop difficile. Donc voilà, le fait de voir cette psychologue, ça a adouci un petit peu les choses. On a parlé, le fait d'en parler dans un endroit neutre. Voilà, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, ça a coïncidé aussi avec le moment où je suis devenue bénévole chez BAMP. Avant, j'étais adhérente. Et donc, j'ai fait une demande pour devenir bénévole. Et du coup, je me suis plus engagée dans l'association, dans les groupes de parole, dans le fait d'aller écouter des colloques, des choses comme ça. Donc, ça m'a fait aussi beaucoup de bien, en fait. C'est ça, ce bénévolat me fait aussi du bien parce que, voilà, j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Et puis voilà, le message porté par BAMP est très, très fort et très beau, et je pense que voilà, il faut le défendre et le porter. Donc voilà, ça m'a fait aussi du bien de je sais pas, de me sentir utile peut-être. Après, tu aurais pu t'engager dans une autre association, enfin dans une autre cause, je sais pas, la défense des chatons. Ou... J'adore les chatons en plus, c'est vrai. Parce que tu vois, c'est quand même un sujet pas facile, quoi. Donc, et encore plus quand on est en parcours. Donc, je trouve que c'est encore plus fort l'engagement des bénévoles quand vous êtes encore en parcours, parce que, oui, c'est pas évident. Parce qu'il y a toujours les hauts et les bas des chemins d'AMP, et que c'est vraiment pas simple. Donc, Après, moi, j'étais déjà bénévole dans une autre association, donc voilà, le système du bénévolat, je le connaissais aussi déjà bien. Et puis après, on essaie toujours de faire le maximum. Des fois, on n'est pas toujours là-haut, mais des petites baisses de morale. Mais voilà, en tout cas, ça me convient très bien, comme ça. D'accord. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu étais bénévole dans l'équipe parisienne. Oui. Donc là, à Paris, vous êtes plusieurs bénévoles. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme action au niveau parisien?
Alors, on est 5, si je ne me trompe pas, on est 5. Et donc, du coup, on propose surtout des groupes de parole régulièrement, tous les mois, parfois en visio, parfois en présentiel. Bon, D'accord. le mode visio fonctionne plutôt mieux, donc en ce moment, on est plutôt sur des visios avec des thèmes très différents. On a chacune nos spécificités, donc du coup, on essaye d'orienter aussi, de changer les thèmes pour que ça parle un petit peu à toutes. Moi, je me suis aussi beaucoup occupée du don de gamètes parce que c'est quelque chose que je connaissais aussi. Donc voilà, des rencontres autour du don de gamètes qui est quand même un sujet très fort. Enfin, l'AMP est un sujet très fort, mais le don de gamètes, c'est autre chose. Et du coup, voilà, je me suis pas mal investie là-dedans. Donc voilà, pour celles et ceux qui sont intéressés, voilà, n'hésitez pas à regarder sur les réseaux sociaux, sur le site internet, parce que voilà, on est très régulièrement et il y a très régulièrement des rencontres. Moi, j'ai été aussi plusieurs fois donc, dans des colloques, des symposiums, des choses comme ça pour prendre des notes, tenir un petit peu les autres bénévoles un peu au courant de ce qui se passe parce que il y a des recherches qui sont faites, donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et puis aussi, ce qui est important dans le bénévolat, je pense, c'est de se tourner vers les jeunes professionnels de la santé ou pré-professionnels de la santé, par exemple des élèves infirmiers ou infirmières, psychologues. Hier, j'ai Sage-femme rencontré aussi? une... Oui, sage-femme aussi. Hier, j'ai rencontré une jeune fille qui était en master de santé de la femme, par exemple. Et D'accord. voilà, on apporte des témoignages de manière à étayer un petit peu leurs recherches. Et puis, il n'y a pas de meilleur témoignage que quelque chose qui est vraiment, vraiment vécu. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, je pense, parce que c'est les soignants de demain, en fait. Donc, c'est vraiment important d'expliquer ce qu'on vit pour qu'ils puissent savoir ce qui se passe, en fait, de l'intérieur. Okay. Et alors, comment tu arrives à articuler justement ton parcours d'AMP, ton parcours professionnel, ton engagement bénévole? Tout ça, tu mènes tout ça de front ou, Oui, alors après, j'ai la chance d'avoir un métier où mes horaires sont assez libres et puis assez souples. Donc, j'arrive toujours à m'organiser de manière à avoir du temps pour tout, garder une vie professionnelle, je ne sais pas comment dire, intense, épanouie? c'est beaucoup. Voilà, j'allais dire intense, mais ça fait vraiment... donc, épanouie, c'est très bien. Tout en faisant aussi le bénévolat et le parcours à côté. Voilà, évidemment, après, bon, il y a toujours des moments où on est plus ou moins disponible, que ce soit en termes de temps ou en termes psychiques. Des fois, c'est difficile aussi et on ne se sent pas forcément d'animer un groupe de parole ou alors c'est un thème qui ne va pas parler forcément. Donc, il y a forcément des moments où c'est pas toujours... voilà, on ne peut pas être toujours au top, mais voilà. En tout cas, moi, ça s'organise plutôt bien. Donc, Bah, c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui cette articulation-là, c'est compliqué. Donc, si on peut avoir des choses positives dans le parcours, il faut, oui, en profiter, on va le dire. souligner, exactement. Voilà, c'est ça, le souligner et en profiter. Si on revient un peu sur le parcours, qu'est-ce qui pour toi te semble le plus difficile à vivre dans un parcours d'AMP? Alors, par rapport à ce que j'ai dit avant, ce serait les échecs, justement cette prise en compte de ah bah ça va pas forcément marcher, c'est pas parce que tu vas faire une FIV que tu vas avoir un petit bébé à la fin, c'est pas gagné. Et aussi l'attente, le temps est très long, le temps entre les consultations, le temps d'attente pour faire un test de grossesse, tout est long en fait. Donc après il faut en faire une force de ce temps parce que le temps va forcément passer. Donc j'ai appris que voilà, ça servait à rien de toute façon de se dire que le temps passait et qu'il se passait rien parce que c'est pas vrai, la vie continue quand même à côté, il se passe quand même des choses autres que l'AMP et j'essaie de me concentrer sur ces choses-là. Mais c'est vrai que c'est pas facile, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres de se dire oh là là, le prochain rendez-vous il est dans 3 mois et qu'est-ce qui se passe pendant 3 mois? Eh ben rien, enfin rien au niveau médical on va dire. Mais en fait, il se passe des choses. En fait, il se passe rien au niveau de l'AMP, mais il se passe des choses dans la vie, que ce soit avec mon compagnon, que ce soit avec les amis, la famille, au boulot. Le temps, il passe pas pour rien. Donc, Oui, c'est ça, mais c'est vrai que souvent quand on est en parcours d'AMP, on a l'impression que le temps est devenu notre ennemi et qu'on est comme si on était dans l'impossibilité de faire autre chose que
de s'orienter pour trouver le bon rendez-vous au bon moment, le bon spécialiste, le bon conseil, et que tout le reste qui constitue notre vie est un peu écroulé sous ce parcours d'AMP qui, donc, c'est vrai que c'est important d'essayer de trouver oui, de continuer à se dire qu'on peut vivre des choses, même si c'est pas facile. Hein. Ça prend du temps. Justement, ça aussi, ça prend du temps de se dire ça. Mais après, une fois qu'on a intégré plus ou moins cette donnée, c'est plus facile à vivre, du coup. C'est moins, on se dit moins, le temps passe, il se passe rien, en fait. Il se passe tout le reste de la vie. C'est ça. Et est-ce que toi, donc t'en as parlé un petit peu au début, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose qui te semble essentiel à améliorer, soit dans la prise en charge des patients, soit dans les techniques à disposition ou autre chose? Oui, alors il y a plusieurs choses. Je pense à la prise en charge, déjà, quelque chose de personnalisé. Ça, je pense que c'est important. Déjà, parler aux deux membres du couple, ça, ce serait vraiment bien que les médecins réussissent à parler aux deux, parce qu'on est toujours la femme, on fait les traitements, mais il y a quand même d'autres... on est deux dans un couple, en fait. On est deux à essayer de faire un bébé. Donc, je pense que la prise en charge des deux membres du couple est importante. Je pense que le fait que ce soit plus personnalisé, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu manqué, en fait, de faire le même traitement que tout le monde et de ne pas avoir quelque chose d'adapté. Voilà. Et ça, tu avais pu en parler avec les médecins qui te suivaient ou c'était... Pas vraiment, parce que je pense qu'on le faisait, on a fait 3 fois le même protocole et donc sans aucun succès, on va dire. Et non, c'est pas quelque chose qui se discute vraiment. Enfin, en tout cas, pour nous, on n'a pas eu l'impression que c'était quelque chose qu'on pouvait discuter, en fait. Ça, je pense que c'est quand même, un peu dommage. Avoir une prise en charge plus spécifique à chaque couple, ce serait, à mon avis, indispensable. Mais tu penses que ce que vous avez pu ressentir, c'était qu'il n'y avait pas le temps de discuter, ou il n'y avait même pas l'envie de la part du professionnel de prendre plus de temps avec vous pour discuter le protocole, le choisir ensemble en fonction de ce que le médecin allait vous dire. Ben voilà, tel protocole, ça fera ça et ça. Dans votre cas, je conseille plutôt ça ou ça. J'avoue qu'au début, on ne se posait pas vraiment la question, on faisait confiance, en fait. On se disait, c'est comme ça, c'est le médecin qui sait, et nous, on n'est pas du tout dans le médical, ni l'un ni l'autre, donc il n'y avait pas de questions qui se posaient. Après, effectivement, c'est vrai que les rendez-vous sont assez courts à l'hôpital, donc on n'a pas toujours l'occasion de tout dire. En tout cas, oui, on n'a pas senti particulièrement que ça allait, qu'on allait être écouté pour un protocole différent, en fait. J'ai trouvé que là, c'était 3 fois la même chose. Voilà. Et tu parlais des techniques, effectivement. Je pense en tout premier au DPIA. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui est indispensable, en fait. Je sais qu'il y a des recherches, des études qui sont en cours, et malheureusement, le DPIA n'a pas été mis dans la loi de bioéthique, et du coup, c'est quand même vraiment dommage, parce que on sait que c'est quand même une aide et quelque chose qui est vraiment important. Ça pourrait soulager de nombreux couples, éviter beaucoup de fausses couches et douleurs physiques, douleurs morales. Et je pense que ces douleurs pourraient être vraiment allégées. Et j'espère que du coup, à la prochaine révision, ce sera un thème qui sera abordé, discuté et puis voté, validé, en fait. C'est une chose pour moi qui pourrait soulager beaucoup de couples. Oui, par exemple, dans votre situation, vous avez eu finalement beaucoup d'embryons? Non, dans les 3... pas beaucoup d'embryons. En 3 FIV, on a eu un embryon. En fait, 3 protocoles, on a eu un embryon. Ouais. Donc, ça aurait été intéressant de voir s'il avait le bon nombre de chromosomes ou pas avant de le transférer. Alors, pour le coup, j'ai participé à une étude.
Je rêve, moi. étude. Donc voilà, mais du coup, le problème est que c'est pas généralisé en fait. Enfin, cette technique n'est pas généralisée pour tout le monde en fait, pour tous les couples. Donc voilà, quelque chose qui va pas, à mon avis, dans cette manière d'écarter ce sujet qui est hyper important. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire sur le parcours de la patiente ou en AMP ou quelque chose qu'on aurait oublié de dire? Je pense que c'est important d'être entouré, d'être écouté, entouré, que ce soit par son entourage proche, la famille, les amis, des groupes de patientes ou de patients comme BAMP. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de participer au groupe de parole, d'abord en tant que participante, puis ensuite en tant qu'animatrice. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de parler des choses, en fait, de ne pas garder pour soi. Et je pense aussi à une prise en charge un peu plus ou moins alternative avec... Enfin, il y a plein de choses, en fait. Maintenant, on parle de sophrologie, on parle d'acupuncture, on parle d'ostéopathie. Il y a plein de choses qui peuvent faire du bien. Donc, je pense que c'est important de se tourner aussi vers ces choses-là qui peuvent aider aussi un petit peu un parcours très, très médicalisé, très fort pour le corps, très dur pour le corps, et que ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Et au conjoint aussi, parce que le conjoint, il fait pas les traitements. Je veux dire, il n'a pas les effets secondaires des traitements, mais par contre, il a tout la charge psychologique. La charge aussi, ouais. Exactement. Donc, c'est important aussi que le conjoint il soit pris en compte, et voilà, pourquoi pas aussi avec des séances de sophro, une prise en charge psychologique, ou voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à chercher de ce côté-là pour faire un peu retomber tout ce côté très tendu émotionnellement. Bon, je pense qu'on a fait le tour du parcours patient, en tous les cas de ton point de vue. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, je te remercie, Laure. Et puis voilà, j'invite les Parisiens et les Parisiennes qui auraient envie de participer au groupe qui sont organisés par les bénévoles parisiennes, de se connecter sur nos réseaux sociaux ou alors d'envoyer un mail. Donc, c'est collectif bamp75@gmail.com. Exactement. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, on est joignable si vous avez des questions aussi. On est aussi là pour ça. Donc, la boîte mail est ouverte, en tout cas. Ok. Bon, je te remercie, Laure. Et puis, à bientôt. Merci, Virginie. Merci.